Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour le 4e épisode du Tour de Piste. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Bonaccorsi. Salut. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Merci d'être venu, ça me fait très Avec plaisir. Ça fait un petit moment que je voulais que tu viennes sur cette vidéo et te voilà, donc merci encore. Merci à toi pour l'invite. Pour commencer, de ton évolution dans ton travail, donc comment tu as commencé? Quelles études tu as faites? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors moi, c'était un chemin très simple en fait. J'étais athlète et déjà en tant qu'athlète, j'étais passionné par l'entraînement. Donc très jeune, dès 17 ans, j'ai commencé à demander à mon entraîneur de l'époque si je pouvais venir entraîner avec lui, lui filer des coups de main, aider mon club le mercredi avec les petits. J'ai commencé comme ça, du coup, naturellement, je me suis orienté vers des études de STAPS pour faire entraîneur d'athlétisme, c'était mon but. Donc j'ai fait une licence d'entraînement sportif, puis j'ai fait une licence éducation motricité aussi également, parce que je me disais que ça allait être dur de vivre de l'entraînement. On me disait que ça allait être dur de vivre de l'entraînement, et donc je me disais que ça allait être dur de vivre de l'entraînement. Donc pour assurer un peu mon salaire, j'ai fait éducation motricité pour être prof de sport. Mais en fait, je me suis orienté définitivement en master sur la préparation physique et l'entraînement sportif. Donc j'ai fait ces études-là. En parallèle de toutes ces études, bien évidemment, j'entraînais dans mon club d'athlétisme, dans mes différents clubs d'athlétisme. Donc ça fait que depuis que j'ai 17 ans, ça fait donc maintenant 17 ans que j'entraîne, puisque j'ai 34 ans. Tu as commencé dans quel club? J'ai commencé à l'Entente Athlétique Tintournon. C'est où ça? Un club en Ardèche, qui était à côté de Valence, là où moi j'habitais à la base. Et après, tu es venu à Fabrègues, c'est ça? Après, ouais, j'ai déménagé pour venir finir mes études à Montpellier et j'ai entraîné dans un club à côté de Montpellier, à Fabrègues, ouais, c'est un club qui faisait partie du club de Montpellier, c'est un club dans le club. Et après, je suis venu sur Montpellier, entraîner au club de Montpellier. Ouais. Et maintenant, tu entraînes un groupe de sprints. Yes. Tu étais à l'époque président carrément du club de Montpellier. Ouais. Et du coup, tu peux plus être président du club de Montpellier parce que tu entraînes maintenant Kevin Meyer. En fait, c'est ça depuis 2022. J'ai un contrat d'entraîneur national, c'est-à-dire que je suis salarié du ministère des Sports, détaché pour la Fédération française d'athlétisme. Et dans le code du sport, il est interdit pour une personne comme moi, entraîneur national, d'avoir des responsabilités en tant que dirigeant dans un club d'athlétisme. Donc, quand j'ai eu ce poste-là, j'ai dû, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça me plaisait quand même, Ouais. quitter mon poste de président. Mais sans regret pour entraîner quand même. Non, franchement, je regrette pas du tout. C'est juste que ça me plaisait ce rôle j'allais dire dirigeant. Mais c'est pas diriger qui me plaisait, c'était plus d'harmoniser les choses, d'organiser les choses, de faire en sorte que les athlètes, les entraîneurs, les salariés soient dans de bonnes conditions pour perfer, pour s'entraîner et tout ça. Donc tu as compris très jeune que tu voulais être coach. Ouais. Et est-ce que tu as eu un but déjà en tant que coach, quand tu as commencé à coacher, tu te dis putain, moi un jour, mon rêve c'est de faire quelque chose? Franchement, non. Non. Moi, je voulais être coach. Parce que moi, j'avais eu des petits soucis physiques quand j'étais athlète, déjà très jeune. Et moi, quand j'ai commencé à entraîner, je me suis dit, pourquoi je veux faire ça? Parce que je vais essayer de faire éviter aux jeunes que j'entraîne de reproduire les erreurs que moi j'ai produites. Donc, ça a été ma première motivation. Et c'est vraiment ce à quoi je m'attache au quotidien. Mais encore à l'heure actuelle, je me dis, si on ne fait pas d'erreurs, il y a des chances d'exprimer son plein potentiel. Si on fait des erreurs, on gâche son potentiel. Donc le but du jeu, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Ok. J'ai un peu ce truc-là aussi en tant qu'entraîneur, de dire peut-être un rôle de grand frère, parce que je suis Ouais, assez jeune. carrément. On est des éducateurs. Donc, Avant tout, ouais. Ouais. Et, mais moi, la première chose que je me suis dit quand je voulais coacher, tu vois, c'était je pourrais jamais, moi, faire une médaille olympique, je sais, malheureusement. Mais par contre, mon rêve, ce serait d'emmener quelqu'un toucher un peu du doigt ce rêve-là, tu vois. Ouais, ça a toujours été ma motivation. J'ai pas verbalisé ça comme ça. Ouais. C'était vraiment... en vrai, mon vrai objectif, c'est de faire exprimer à un athlète son plein potentiel. Peu importe que si son plein potentiel, c'est d'être champion régional, cool mec, toi c'est ça, c'est ta destinée, c'est très bien, ça me va. Si on arrive à exprimer ton plein potentiel, moi je suis content. Juin 2020, tu es officiellement, entre guillemets, le nouvel entraîneur de Kevin Meyer. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais... C'est ça, on était deux à l'époque, ouais. Et donc c'est un ami d'enfance quand même, c'est Kevin. ça, ouais. Comment tu
tu gères, entre guillemets, l'amitié et aussi le fait d'être son coach au début? Bah déjà, ça se passe, c'est très bizarre. Moi, il m'appelle un jour. Déjà, c'est rare que Kevin m'appelle. Souvent, on s'écrit, on se voit naturellement, mais on s'appelle rarement. Et lui, il aime pas trop le téléphone. Et il m'appelle. Moi, je me dis, putain, bizarre, Kevin qui m'appelle. Je décroche en me disant, putain, il va me dire un truc Pas bon. pas bon. Tu vois, je me Ouais. dis, qu'est-ce qui se passe? Pas bon C'est signe. vraiment, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ouais, est-ce que je peux passer chez toi? Je lui dis, ah ouais, C'est encore vraiment, pire. encore pire. Je me dis, putain, il y a un problème. Ouais. Je dis, bah vas-y, bah, pas de souci, vraiment, viens, aucun problème. Donc il passe chez moi. Et il arrive un peu un air un peu grave, tu vois, genre, tu sens qu'il veut me dire quelque chose. Putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me dit que c'était donc juste après le confinement, et que le confinement, en fait, lui, ça lui a fait du bien. Il s'est retrouvé beaucoup tout seul, à s'entraîner seul. Ça lui a fait vraiment du bien. Et donc, il me dit, voilà, je pense que je vais dire à Bertrand Valsin, son ancien entraîneur, que j'arrête de m'entraîner avec lui. Je dis, ah ouais, t'es sûr et tout. Moi, je vois même pas venir le truc, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, ok, d'accord. Putain, ok, ouais, je comprends que tu veuilles m'en parler. Ouais, c'est quand même une décision importante. Ouais, c'est clair. Et là, il me dit, mais du coup, je suis là parce que je voudrais te demander de m'entraîner. Ouais. D'intégrer l'équipe, quoi. Ouais. Je lui dis, ah ouais, d'accord. Et donc là, dans ma tête, ça va très vite. Dans ma tête, je me dis direct, je peux pas refuser. Ouais. Parce que déjà, c'est un ami, il me demande quelque chose. Par principe, Ouais. c'est compliqué de refuser. Et en tant qu'entraîneur, fan d'athlète, j'aspire à entraîner le haut niveau quand même. Tu vois. Ça m'intéresse direct aussi. Mais j'essaie de direct avoir du recul aussi et de me dire, attends, quels peuvent être les problèmes? Donc on va en parler tout de suite et on va essayer de les évincer, ces problèmes. Donc moi je lui ai dit, ok, on en a discuté, lui était d'accord avec moi, à une condition aussi. La première condition qu'on a mise, c'est faut pas que ça vienne enrayer notre amitié, Ok. que ça vienne vraiment perturber notre amitié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, lui et moi, on s'est appliqué à ça dès le début, à se dire, ok, on fonctionne comme ça, j'intègre l'équipe. Il y avait à l'époque son préparateur physique qui aussi devenait entraîneur, on allait entraîner à deux. Mais il ne fallait pas que nous, notre amitié, pâtisse de cette nouvelle relation en fait. Donc ça, on s'y attache depuis 4 ans maintenant quasiment. Et le côté métier, on va dire, et le côté perso. Ouais, forcément, les frontières sont très floues, mais ce qui est hyper important et ce qu'on s'attache à faire au quotidien, c'est dès qu'il y a une once de tension, une micro-tension, on crève direct l'abcès, on en parle, on ne laisse pas traîner ou pourrir quelque chose. Il m'a déjà dit des choses qui ne lui convenaient pas, j'ai déjà dit des choses qui ne marchaient pas ou qu'on ne se sentait pas bien. On se dit les choses. Parce qu'en fait, on devrait tous fonctionner comme ça avec tout le monde. Dans l'amitié en général aussi. Dans nos relations humaines. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est très dur à faire. Mais là, vraiment, il y avait l'enjeu de notre amitié et on s'attache à faire ça. Et la deuxième chose que je lui ai, entre guillemets, imposée quand il m'a proposé ça, c'est que je lui ai dit, ouais, ok, moi je suis d'accord pour rentrer dans le projet, l'entraînement, tout ça. Mais je veux continuer d'entraîner mon groupe du club au stade Philippides, le soir, l'après-midi, voilà, les lycéens, collégiens, parce que ça me reste... Direct, je me suis dit qu'il fallait que je reste connecté au vrai athlétisme, au vrai monde de l'athlétisme. Kevin, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de... au-dessus du reste. C'est quelque chose de... On n'a pas l'habitude, on ne peut pas être habitué à ça, on peut pas, personne ne peut comprendre ce qui se passe à un si haut niveau. Et donc moi, direct dès le début, j'ai voulu rester connecté avec l'athlétisme. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, c'est très bien, c'est même parfait. Mais le sentiment aussi que tu dois entraîner un ami, malgré le pro et le perso, doit être incroyable. Quand lui, un ami, te demande de l'entraîner, tu dois une grosse fierté quand même. Ouais, c'est à double tranchant aussi. Ouais. Tu vois, maintenant avec le recul, ça s'est pas trop mal passé depuis ces 3 premières années. Vrai. Il y a d'autres échéances qui arrivent qui viendront confirmer ou non ça. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé, donc c'est cool, c'est vertueux. Mais imaginons, au début, on s'est posé, moi je me suis posé la question, si ça marche pas, Kevin il avait déjà une carrière exceptionnelle, dès que on travaille ensemble, ça marche pas. Il y avait cette pression-là un tout petit peu au début, mais on l'a vite, moi je l'ai vite gommé cette pression, parce qu'en fait, avec Kevin, on est amis, et quand on est sur le stade, on est entre potes.
on kiffe. En fait, on kiffe. 99% du temps, c'est vraiment du kiff. Et du coup, ça passe tout seul. Ça paraît con, mais ça passe tout seul. C'est facile, quelque part. Ok. Les préparations aux compétitions avec une personne comme Kevin ne se fait pas, j'imagine, comme n'importe quelle personne. Surtout, c'est que lui, il prépare déjà des compétitions qui sont internationales directement, j'imagine. Ouais. Comment toi, tu les prépares dans son entraînement et surtout aussi dans sa prépa mentale, je dirais? Bah, déjà, Kevin, il faut savoir qu'il a une expérience de fou. Il ne m'a pas attendu pour faire des médailles, faire des grands championnats, être un grand champion. Donc lui, déjà, il a toute cette expérience qui lui appartient. Elle est en lui, il a juste à s'en servir. Et il n'a pas besoin de moi pour ça. Donc Kevin, il est d'une richesse vraiment énorme. Moi, j'apprends plus de lui que lui n'apprend de moi, en fin de compte. C'est dévalorisant pour moi ce que je veux dire. Mais il n'a pas besoin de moi pour parfait. Moi, je suis là pour organiser, mettre un peu de cadre dans 2-3 trucs, accompagner. C'est ce que je dis souvent, moi, j'entraîne pas Kevin Mayer, j'accompagne Kevin Mayer. Parce que l'entraînement, comme je te dis, il a une expérience de fou. Il se connaît en plus, lui, il a cette faculté, ce don de connaître son corps très, 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 très bien. Donc, il y a juste à le garder sur le bon chemin, en fait. Moi, je m'attache à vraiment mon job principal, c'est de conserver l'harmonie qu'il y a autour de Kevin au quotidien, pour qu'il soit bien dans tous les paramètres de sa vie. Sur le stade, après dans sa vie, il se gère, tout ça, mais j'y attache quand même une importance. Il faut qu'il se sente bien tout le temps. S'il est bien tout le temps, ça va parfait. C'est vraiment ça mon job principal. Un peu ce que tu voulais faire aussi avec les plus jeunes, comme tu disais juste avant, là, ton but ultime en toi. C'est ça, bon, avec les jeunes, moi je me considère comme éducateur, donc entre guillemets on les éduque, on est un substitut d'éducation, donc quelquefois il y a les parents qui éduquent, il y a l'école qui oriente, et nous les éducateurs sportifs, on est là aussi pour les orienter quelque part. Donc avec les jeunes c'est ça, avec Kevin, je ne l'éduque pas. Oui, mais évidemment, une stabilité, moi je veux qu'il soit bien, déjà parce que c'est un ami à moi, je veux qu'il soit bien dans sa vie. Mais en plus, s'il est bien dans sa vie, je sais qu'il va être performant sur la piste. Donc, on a tout à gagner. Puis t'es pas tout seul à gérer aussi ça, il y a son frère aussi qui... Ouais, bien sûr. Et Kevin, il s'est construit une cellule autour de lui. Il s'est entouré de gens très proches de lui. Sa compagne, c'est sa kiné. Son frère, c'est son manager. Moi, je suis un ami, je suis son entraîneur. Donc, on sait que de toute façon, lui, pour parfait, il a besoin d'être dans un cadre bienveillant. Donc, c'est ce qu'il cherche et c'est ce qu'on essaye de lui apporter. Tu pars souvent en stage avec lui. Qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce que toi ça t'apporte aussi les stages? Est-ce que c'est un mélange aussi de bonne humeur mais aussi de fait de pouvoir partir et d'avoir une entre guillemets pause médiatique, je dirais, qui doit être assez important pour lui? Ouais, ça c'est quelque chose d'intéressant. Quand on va à l'étranger, on est plus au calme en général, donc c'est sympa. Pas qu'on n'aime pas l'abattage médiatique, mais je pense qu'il y a un temps pour tout aussi. Et quand on va en stage, c'est pour travailler en général, et donc c'est bien d'être tranquille. Après, donc, Kevin, comme je disais tout à l'heure, il a de l'expérience, il a 32 ans très, très bientôt, là, en mois de février. Et lui, les stages, il faut que ce soit un plus pour lui. Il ne va plus juste pour s'entraîner, se mettre dans une chambre, dormir, manger, s'entraîner, dormir, manger, s'entraîner. Lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi de découvrir le monde, découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on change régulièrement de lieu de stage. On est parti, ça nous est arrivé là sur les 4 dernières années de partir dans plein d'endroits différents. On est rarement retourné 2 fois au même endroit. Parce que justement, il y a ce désir aussi de découvrir du pays, de la culture. Lui, il aime bien le monde aquatique, la mer, l'océan, donc on essaye d'aller le plus souvent possible dans des endroits comme ça pour pouvoir naviguer, faire du surf, des choses comme ça, sur les temps de récup, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Mais voilà, les stages, il y a le côté sportif, important, très important, mais aussi le côté culturel, social et bien-être, qui est hyper important pour lui. Mais pour des jeunes de 18, 20 ans, c'est peut-être moins important. Oui, bien sûr. Voilà. C'est parce que lui, il a déjà ce pédigré, il a déjà cette expérience et il est dans un moment de sa vie où c'est intéressant pour lui et important. Pour des jeunes, comme tu dis, ça permet aussi, en tout cas moi en tant qu'entraîneur, je les fais faire du bi-quotidien, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent 2 fois par jour.
Alors que bon, pour quelqu'un comme Kevin, il n'y a pas besoin d'un stage pour s'entraîner 2 fois par jour. C'est ça. Mais c'est la différence quoi, pour des jeunes d'avoir même une stabilité, je dirais, parce que moi je profite des stages aussi pour leur montrer des plats types qu'ils pourraient faire. Ils sont tellement fatigués qu'ils se couchent tôt, donc du coup on se couche à telle heure. Ouais, bien sûr. On va apporter un cadre, comme tu dis un petit peu depuis tout à l'heure. Ouais. Tes premiers championnats en tant qu'entraîneur, c'était Toruń 2021. Ouais. T'as pas pu y aller Non. à cause du Covid. Ouais. Comment tu les as vécus à distance? Du coup, j'ai pas pu y aller parce qu'on était, comme je disais tout à l'heure, on était donc 2 entraîneurs. Il fallait qu'il y en ait un seul qui aille parce que la Fédé, ils avaient qu'une accréditation avec le Covid, tout ça. C'est Jérôme qui est allé. Moi, je suis resté à Montpellier, puis je suis monté avec son frère. On est monté avec ses parents à Valence, là où il habite. On s'est tous réunis chez Infologique, un de ses partenaires, pour suivre le championnat. J'avoue que c'était particulier. Moi, j'étais en échange SMS avec l'autre entraîneur, hein, Jérôme. Forcément, un petit peu, tu vois. Je disais ce que moi je voyais de la télé, parce que des fois, on a des retours aussi, par exemple, sur des concours, en longueur ou en hauteur. C'est intéressant d'avoir un regard peut-être un peu extérieur. Donc, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais franchement, je l'ai bien vécu. Ça m'a pas affecté de ne pas y aller. Parce que c'était comme ça. Et puis, nous, notre rôle aussi d'entraîneur, c'est de savoir s'adapter. Les athlètes, on leur demande de l'adaptation, mais c'est à nous les premiers à devoir s'adapter. Donc, aucun problème avec ça. De toute façon, on sortait d'un gros cycle de travail. Donc, au mois de décembre, il était à La Réunion pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2021. Il avait fait les minima. Donc, on était dans une bonne dynamique. Il avait fait quelques compétitions hivernales en France qui s'étaient plutôt bien passées. Donc, il arrivait là-bas plutôt en forme. Moi, je l'ai vraiment bien vécu. Il gagne. Donc, que demander de plus? Encore mieux, avec quelques perfs plutôt intéressantes, d'autres un peu moins. Mais bon, il manquait un peu de confrontation à ce moment-là. Et le plus important à ce moment-là, c'était vraiment avant les Jeux de Tokyo 2021, de reporter le maillot de l'équipe de France. Parce que ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas porté le maillot de l'équipe de France, puisqu'il y avait eu le Covid. Sa dernière compétition internationale, je crois que c'était Doha en 2019. Et en plus, ça s'était quand même pas très bien passé, puisqu'il finit blessé. Il finit pas le décathlon et il ressort de là bien blessé. C'était un peu un traumatisme physique et même, je pense, mental pour lui. Et donc, c'était important de remettre le maillot de l'équipe de France. Donc, Toruń, c'était l'objectif. C'était gagner forcément, parce que quand il prend part à une compétition, c'est pour gagner. Mais le deuxième objectif, on va dire que c'était de porter le maillot de l'équipe de France pour se remettre dans le bain à 5 mois des Jeux. Et c'était donc, moi en tant qu'entraîneur, je l'ai super bien vécu. Et du coup, ce championnat pour lui, en tout cas, ça lui a permis de bien préparer les Jeux derrière. Qui était quoi, 5 mois derrière? Ouais, c'est ça, c'était début mars, avril, mai, juin, juillet. 4 mois après, il y avait les Jeux. Donc, c'était une rampe de lancement, un tremplin. Et les Jeux, du coup, qualifiés aux Jeux Olympiques, tu l'as dit, en décembre à La Réunion. Sous Covid, on va dire, entre guillemets quand même, mais c'est des Jeux quand même. Comment toi, tu les as vécus déjà en tant qu'entraîneur? Déjà, du coup, c'est la première compétition internationale à laquelle j'assiste en tant qu'entraîneur. C'est les Jeux Olympiques. Moi, ça m'a mis un coup quand même. Genre, du stress? Du stress, mais je dois avouer que je l'ai bien préparé dans le sens où les collègues de l'équipe de France, les autres entraîneurs, j'avais commencé à les rencontrer, ils ont été hyper bienveillants avec moi, j'ai été super bien accueilli par vraiment pas mal de mecs de l'équipe de France comme Philippe Dancos, Richard Curzas, Fabien Lambolès, tous des mecs, Benjamin Crouzet, qui m'ont vraiment super bien accueilli, ils m'ont vraiment donné des petits conseils, comme ça, et ils m'avaient prévenu, ils m'avaient dit, pour les Jeux Olympiques, c'est une machine à laver, c'est une lessiveuse. Tu vas aller là-bas, tu vas te faire broyer, tu vas être cramé. Donc il faut arriver préparé. Okay. Moi, je les ai pris au mot. Mois de janvier, je me suis dit, ok, régime, sport, j'ai perdu 10 kilos et je faisais du sport. Je suis arrivé au jeu, genre, stock. Le couteau entre les dents. Stock, non, mais le couteau entre les dents et genre, ça y est, je suis prêt pour les jeux, moi aussi. Donc ça m'a vraiment aidé à aborder le truc un peu cool. Je me disais, je suis prêt. Et après, par contre, une fois que tu es là-bas, c'est les jeux, ça fait péter un câble, ça fait vriller. C'est les jeux. Mais il manquait un truc parce qu'il n'y avait pas de public, donc c'était particulier aussi. Ouais, je vois. Donc, j'ai pas un souvenir exceptionnel parce que le stade était vide. J'ai connu des stades avec de l'ambiance lors
championnat d'Europe ou le championnat du monde, à Munich par exemple, championnat d'Europe, il y avait une ambiance, c'était fou, tu vois. Et je me dis que ça, au jeu, ça doit être vraiment dingue. J'ai hâte de voir des jeux avec du public. Mais les premiers jeux, voilà, c'était stressant. J'étais préparé, j'étais stressé, mais pas ouf dans le sens où il n'y avait pas de public, il n'y avait pas d'ambiance en fait. Ça sonnait creux dans le stade. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Parce qu'en plus, les sportifs de haut niveau, même tout sportif, adore avoir du public et être boosté par ça. Ouais, j'imagine. Donc ça doit être quelque chose. Compliqué déjà pour Mais, lui aussi. Je crois que les athlètes, après, surtout des mecs comme Kevin, quand tu as un objectif qui est du monde ou pas de monde, tu es dans ton objectif, de toute façon, tu te donnes à. Il n'a pas besoin des gens pour perfer. Il peut se servir des gens pour perfer, mais il n'a pas besoin d'eux. Donc, non, c'est sûr que c'est quelque chose qui manque. C'est une petite ambiance qui manque. Ouais. Tu sais, enfin, je suis au courant, il fait des vidéos sur YouTube. Ouais. Je les regarde énormément, j'adore ces vidéos. Ouais. Et lors de son record du monde à Talence, je crois que c'était à la perche, il disait qu'en fait, il était tellement dans l'euphorie du truc et de l'ambiance qu'il y avait là-bas, que du coup, ça l'a fait, pas parfait, mais ça l'a aidé énormément là-dedans. Il y a des fois, tu passes en mode automatique, pilotage automatique. Tu cours, tu dois piquer, sauter, ça se fait tout seul. Tu te dis, je vais pas passer, ça passe. Parce que tu es bien entraîné aussi. Bien sûr, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais ça doit faire un plus. Et du coup, ton corps prend le relais sur toi, en fait. Sur ton mental. Des fois, ouais. Et tu vois. C'est sûr que c'est des choses qui arrivent, ça. Ouais. Et le décathlon en lui-même, pendant les Jeux, comment tu les as vécus ? Comment tu l'as vécu, pardon ? Il y a l'avant décathlon, déjà. Franchement, déjà, Kevin, on arrive au jeu, il est bloqué du dos, il a mal au dos. Donc ça devient... C'est compliqué. Le stage terminal est compliqué parce que bloqué du dos, c'est pas compliqué. C'est pas évident pour faire 10 épreuves en 2 jours. Donc il y a de la tension qui se crée. Et pas que dans son dos. Il y a de la tension dans le dos, mais il est tendu, tout le monde est tendu autour, parce qu'il y a de l'attente autour de lui, les kinés sont tendus, les membres de l'équipe de France sont tendus. Même moi, je suis tendu, malgré moi, parce que j'aimerais être relax, mais malgré moi, je suis tendu. Donc c'est compliqué. On passe beaucoup de temps ensemble avec Kevin, parce qu'on est potes avant tout. Donc je suis pas l'entraîneur moi, je suis dans ma chambre et lui il est dans sa chambre. On passe le temps ensemble, on regarde des films, on passe le temps, parce que dans ces moments-là, il faut passer le temps. En fait, on attend et on passe le temps. Et donc voilà, il y a de la tension. Et la veille du décathlon, moi je me souviens, on était posés, on regardait Shrek 3. On a regardé toutes les trilogies Shrek, les dessins animés, on a regardé je sais pas combien de films. On a regardé Shrek 3 et on arrive vers la fin du film et moi j'ai une bouffée de chaleur et je sens monter un stress de fou. Et je me dis, je tremble et tout, et je suis à côté de lui comme ça, je commence à me devenir tout blanc, je me liquéfie. Et là, je me dis, il faut pas que je reste avec lui. Lui, il doit être de son côté. De son côté, il doit être suffisamment stressé. Demain, il y a les Jeux, il est bloqué du dos, ça va être compliqué. On sait que ça va être un gros combat. Moi, il faut que je me barre. Il ne faut pas que je lui transmette mon truc. Donc, je me suis barré. Je suis allé dans le village olympique, je me suis baladé, je suis allé me faire couper les cheveux. je suis allé passer un coup de fil à Thomas, le frère de Kevin, qui est mon meilleur pote. Et je lui ai dit, mec, je me chie dessus. Là, ça y est, je n'ai jamais ressenti ça. Je tremble, je suis pas bien. Et ça a duré, je sais pas, quelques heures, toute la fin d'après-midi. J'ai beaucoup discuté avec Thomas et après, voilà, c'est passé. Et je me suis dit, heureusement que ça passe, parce que je ne me serais pas vu tenir 3 jours. 3 jours, ça allait être chaud. Et en fait, le lendemain matin, t'es en mission. Ouais, t'es concentré aussi. Hein. Les athlètes, lui, il est focus sur son truc. Moi, je sais ce que j'ai à faire, les horaires, les machins, les stades d'échauffement, chambre de repos. Franchement, après, le lendemain, tu te lèves, tu es en mission. Tu sais quand tu sais ce que tu as à faire, c'est facile en fait. C'est vraiment l'attente le plus chiant. Et Kevin, il est comme ça aussi. Dans les jours avant, il n'est pas bien parce que l'attente, c'est ce qu'il y a de plus horrible dans la vie en fait. Tu attends un truc et tu sais pas quoi faire. C'est chiant. Alors que quand tu es dans l'action, c'est fini, ça part. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Le plus chiant, c'est l'attente. Une fois qu'il y a le coup de pistolet, c'est parti. Mais le plus stressant, donc, c'est avant, quoi. Ouais. Et du coup, après, le décathlon en lui-même, compliqué quand même, parce que Kevin, il galère avec son dos, le 100 mètres, c'est moyen, la longueur, c'est pas ouf, les marques, c'est compliqué, parce que les marques, elles ont changé, vu qu'il a mal au dos, il a plus la même foulée, donc il a plus les mêmes marques, donc il faut refaire toutes les marques
pendant l'échauffement de la longueur, on est au JO. C'est compliqué. Le lancer de poids, c'est compliqué parce qu'il a mal au dos. Donc là, c'est vraiment des moments compliqués, mais on s'en sort. Et par contre, c'est là que j'ai recommencé à manger et que j'ai repris du poids. Avec le stress. Ah là, j'ai mangé comme un porc. Ouais. Pendant 2 jours. Je me suis réfugié dans les gâteaux. Et l'après, décathlon, c'est passé comment? Parce que les médailles quand même au bout, malgré la douleur, malgré tout ça. Ouais. Et c'est une médaille qui est... En fait, le chemin est tellement beau, le chemin parcouru est tellement beau que cette médaille, c'est de l'argent, c'est parce qu'il était venu chercher à la base. Mais elle est magnifique cette médaille, quand tu vois la galère que ça a été pour l'avoir. Donc, ouais, beaucoup de plaisir. Il y a quelques épreuves qui me reviennent là à l'esprit, par exemple le saut en hauteur, où il fait 2,08, ce qui est une très bonne perf pour lui. Il exulte, nous dans les tribunes, on exulte aussi parce que voilà, ça relance son décathlon en fin de première journée. Et puis le lancer de javelot, il est magique, c'est là qu'il fait son record, il fait 73 mètres. Le javelot, t'as l'impression qu'il va jamais redescendre. Tu le lances, tu le regardes dans le regard, il redescend pas, c'est bon, c'est que c'est loin, c'est bon signe. Ouais. Et pareil, là, ça exulte et ça vient sceller sa médaille d'argent. On sait, après ce lancer-là, que quoi qu'il se passe sur le 1500 mètres, il fera médaille d'argent. Donc c'est bien aussi de courir 1500 mètres tranquille, Ouais. de savoir que tu auras la médaille, qu'il ne faut pas se battre. C'est quand même... parce que la médaille d'or était trop loin, la médaille de bronze était trop loin. Donc c'est deux moments forts. Et donc l'après-décathlon, encore une fois, c'est une lessiveuse médiatique cette fois. Ouais. Même nous, coach, Ouais, j'imagine. on est appelés, service de la Fédé qui nous disent hop là, il faut que vous ayez là, vous devez voir lui, là il y a la télé, là la radio, ça c'est les étrangers, ça c'est le journal, machin. Tu passes, nous si on passe 1 heure en sous-sol du stade olympique à répondre à des interviews français, anglais. Moi j'étais pas prêt à ça par contre. J'avais préparé Tout sauf le les décathlon interviews. mais pas les interviews. Waouh. Heureusement, Jérôme, lui, il était plus rompu à l'exercice, donc il a pris le lead et c'était très bien comme ça. Mais ouais, là aussi, c'est une broyeuse même. Et après, on se retrouve, parce qu'on se voit pas pendant 1h30, on se voit pas après le décathlon. Donc juste après le On se 1005. voit, on se voit parce qu'au bord de la piste, on se check, trop bien, mec, super, 2-3 larmes. Et après, lui, il doit aller faire les médias, nous, on va faire les médias, un tour d'honneur, machin. On se revoit 1h30 après. Contrôle antidopage, on se revoit un bout de temps après. Donc déjà, tout est redescendu. Ouais. On se revoit et là, c'est calme, on profite un peu, c'est plus intimiste, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est des trucs que tu sais pas quand tu les as pas vus, quand tu les as pas vécus. Donc, mais c'est sympa aussi parce que c'est vraiment, du coup, tu es entre nous et il y a l'émotion pure qui parle là. C'est vraiment, c'est les meilleurs moments, je pense. Ouais. Quand tu retrouves le calme, la sincérité, il n'y a plus de caméra, plus rien. Puis ça fait un moment que t'es stressé. Ouais, il y a tout toi qui, que lui, tout qui et- redescend. Ouf. Après, on va au village olympique, on mange tout ce qu'on n'a pas mangé pendant 6 mois. Pizza, burger, nuggets. Pendant 2 heures au resto du village olympique. Puis après, on va se coucher, puis on dort, hein, comme tout le monde. Ouais. Voilà, on n'a pas fêté. C'était Covid. Ouais, tu t'es fermé un peu. Voilà, on n'a pas fêté à ce moment-là. Mais c'est pas grave, on a profité, c'était cool. C'est beau, je trouve. Félicitations Ouais. déjà pour la médaille, parce que il y a Kevin. C'est beaucoup. lui, hein. Et même toi, t'as forcément un impact sur Ah, ça. bien sûr, bien sûr. Et en parlant d'impact, justement, moi j'ai une vraie question, c'est comment tu arrives à impacter un athlète comme Kevin, ou peu importe un autre athlète, au bon moment. Quel mot tu vas utiliser pour que ça l'impacte de la bonne manière? Donc toi, tu as envie aussi que ça l'impacte. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que Kevin, tu peux pas lui faire à l'envers. Tu dois peser chaque mot que tu dis, quasi, presque, Ok. en fait. Parce que il est très lucide, il est pas con sur l'athlète. Tu vas pas lui dire ouais, t'inquiète, tu vas gagner, alors qu'il sait qu'il va pas gagner, par exemple. Tu peux pas le rassurer si c'est pas vrai. Donc, c'est important de rassurer ou d'orienter positivement, on va dire. Et on peut pas lui faire à l'envers. Donc ça, compliqué déjà, parce que des athlètes, tu dis oh, tout va bien se passer, et il te dit ok, tout va bien se passer. Kevin, tu peux lui dire tout va bien se passer, il va dire non, ça va pas bien se passer. Et là tu fais ok, bon. On peut pas lui faire à l'envers. Ensuite, il y a, moi, pour répondre vraiment à ta question, comment je peux l'impacter, j'ai un exemple en fait, au JO de Tokyo, après le lancer de poids, Kevin il a mal au dos,
Il nous parle d'abandon, parce qu'il ne se voit pas continuer, il nous dit qu'il met en danger son intégrité physique, qu'il a vraiment mal. Mais là, après le lancer de poids, il y a une pause de 5 heures, 5-6 heures, c'est long. Et après, il y a le saut en hauteur. Nous, on a fait le choix de rester au stade olympique, parce qu'on aurait pu rentrer au village, prendre une douche, manger, comme ça. Mais ça faisait des trajets, 1 heure de trajet dans un sens, 1 heure de trajet dans l'autre, tout ça pour prendre une douche là-bas, être un peu plus confort. Alors que la salle de repos des décathloniens au stade olympique était plutôt confortable. Il y avait des matelas pour se faire des siestes, il y avait de quoi prendre une douche aussi. Donc on avait fait le choix de rester là-bas. Mais il est dans un mood pessimiste, négatif. Ça s'est pas très bien passé, en tout cas pas comme il l'attendait. Donc il faut le sortir de ce mood. Moi vraiment, je me dis que s'il sort pas de ce mood, on va pas pouvoir continuer. Ça va vraiment être très compliqué de continuer jusqu'aux 1500 mètres le lendemain. Donc je me dis à un moment donné, tiens vas-y Kev, viens, on va faire une petite balade. Donc je le prends, et là on sort de la chambre de repos, et on va sur le stade olympique. On était entre 2 sessions, le stade était vide, comme d'hab, mais il y avait plus personne, il n'y avait même plus d'entraîneurs, plus d'athlètes, il n'y avait plus d'athlètes. C'était la pause entre 2 sessions. Donc le stade est vide, il ne se passe plus rien, il y a juste des jardiniers qui rebouchent les trous des lancers de poids, et nous marchons sur le stade olympique. Et même moi, là, je me dis, putain, c'est quand même énorme ce qui se passe. Je suis en train de marcher sur le stade olympique. C'est un kiff, en soi. Et je lui dis, mec, tu te rends compte qu'il y a 15 ans, on s'entraînait ensemble au club de Tintournon, en Ardèche, à côté de Valence. Et là, aujourd'hui, on marche tous les deux sur le stade olympique. Toi en tant qu'athlète, moi en tant qu'accrédité entraîneur. C'est un truc de fou ce qui nous arrive. Et là, je vois, il réfléchit, il me répond d'instinct, il me fait putain, ouais, c'est vrai que c'est énorme, putain, c'est cool. Et je lui dis, viens, on fait une photo. Et on l'envoie à Xavier. Xavier, c'est notre premier entraîneur au club de Tintournon. Et donc, on fait une photo et on l'envoie à Xavier. Et c'est énorme, en fait, ce qui se passe entre nous à ce moment-là. Et Kevin, je sais qu'à ce moment-là, je le sais, je le sens, ça le fait. Dans sa tête, ça twist. Ouais. Genre, ça y est, il est passé à autre chose. On a laissé passer les 3 premières épreuves. Là, il est dans l'instant présent. Ok, c'est cool. On vit un bon moment. Et on va repartir sur la suite du décathlon, en ayant oublié les 3 premières épreuves. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai été impactant. Mais ça s'est fait naturellement. J'ai pas réfléchi à me dire, je l'ai pas forcé. Ouais. Je me suis pas dit, ah vas-y, qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais, je vais faire ça, ça va déclencher ça. J'ai fait, non, c'est naturel en fait. C'est un truc que tu avais envie de dire, vous faire. Ouais, je viens, on va faire un tour. Vas-y, on s'aère la tête. Et en fait, il se passait tout ça et c'est venu tout naturellement. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais c'est énorme en fait ce qui s'est passé. C'est trop cool. Et voilà en fait. Donc, je cherche pas à être impactant. Peut-être qu'à d'autres moments, je l'ai été sans même m'en rendre compte, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais à ce moment-là, je sais que c'est quelque chose, je pense, qui a relancé, et ce que je disais tout à l'heure, Kevin, après, il fait un gros concours de son hauteur, il fait 2,08 et ça relance le DK et il se relance dans la bagarre pour faire médaille olympique, parce que tu craches pas sur une médaille olympique. C'est clair. L'année d'après, 2022, championnat du monde. Yep. Eugene, je veux dire Eugène. Eugene aux États-Unis. Comment tu prépares la compète? Comment ça se passe là-bas? Là-bas, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin, de janvier à mai, il s'entraîne pas. Enfin, il s'entraîne pas. Il fait ce qu'il peut à l'entraînement, mais il a mal au tendon. Il peut pas tout faire, c'est vraiment galère. On passe de 2 entraîneurs à 1 entraîneur à ce moment-là. Je deviens seul entraîneur derrière Kevin. Et donc on a du mois de mai au mois de, je crois que c'était fin juillet, Eugene. Donc ça fait à peine 3 mois, on va dire 2 mois et demi pour préparer Eugene. Et donc on se met en mission. Physiquement tout va mieux, il est en forme, il est sur phase ascendante, tout va bien. Et ça se prépare bien. Et il arrive là-bas sans beaucoup de repères, sans forcément de compétition, mais plutôt confiant par rapport à ce qui se passe à l'entraînement. Et ça se passe bien. Tout s'enchaîne plutôt bien, le poids est encore une fois moyen, mais cette fois il y a, comment dire, pareil, ça rebondit après, donc tout se goupille bien, il se fait un meilleur total qu'à Tokyo et il gagne. Donc moi je sais qu'à titre perso, j'étais encore une fois préparé à ça, j'avais vécu les jeux, toutes
Quand je dis les jeux, c'est vraiment les jeux au sens large, tout ce qu'il y a autour aussi. Ouais, bien sûr. Donc moi j'étais plus à l'aise, même au sein de l'équipe de France, tout ça. Et j'ai eu mon petit coup de stress la veille, mais beaucoup moins intense. Tu vois, genre au lieu de durer 3-4 heures, cette fois ça a duré une demi-heure. Et pareil, j'étais avec lui, je me suis esquivé. Je suis allé parler avec des coachs de l'équipe de France. Je leur ai dit, les gars, là, comme vous me voyez, je suis en train de me chier dessus. On a bu un coup. On a bu un petit coup, on a discuté et ça y est, c'est parti. Donc je suis curieux de voir comment ça va évoluer chez moi, ce petit stress. Ce petit stress. Parce que depuis Eugene, je ne l'ai pas ressenti après. Alors qu'il y a eu d'autres échéances. Mais c'était peut-être des plus petites échéances. Donc je verrai comment ça se passe au JO. Mais en tout cas, je suis prêt à l'accueillir, ce coup de stress. Je le connais maintenant. C'est bon. Je l'ai apprivoisé. Mais toi, en tant que coach, aller chercher une médaille d'or, parce que là, du coup, tu sais que tu vas la chercher. Enfin, tu es en meilleure condition qu'avant les Jeux de Tokyo, je veux dire, pour Kevin. Comment toi, tu t'y prépares, toi, tu dis le coup de stress, mais même avant, comment toi, tu t'y prépares? Pour Eugene ? Ouais, pour Eugene. Franchement, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la continuité de ce qu'on fait à l'entraînement. Nous, on passe du temps ensemble, on kiffe, on s'entraîne, ça marche, tant mieux. On va au championnat, on fait tout ce qu'il y a à faire. Après, c'est du sport. Ouais, c'est ça. Je me mets pas une pression de dingue. Okay. Parce que déjà, franchement, nous, en tant qu'entraîneur, on n'a pas d'impact. On a très peu d'impact. L'athlète, il fait 99,99% du travail. Mmh. Donc, il ne faut pas se donner des responsabilités qu'on n'a pas. Okay. Moi, je veux bien prendre mes responsabilités, il n'y a pas de problème. Mais après, s'il fait un faux départ, moi, j'y suis pour rien, par exemple. Et ça marche pour n'importe quel athlète qu'on entraîne. Oui, bien sûr. C'est pas j'y suis pour rien, c'est que il y a des choses qu'on ne maîtrisera pas. Il faut l'accepter. Et c'est l'athlète qui est au centre du projet. C'est pour ça, moi, quand par exemple tout à l'heure tu dis félicitations, félicitons l'athlète. Il a fait vraiment 99,9% du travail. Okay. Moi, je prends les remerciements, mais félicite l'athlète. C'est lui qui est au cœur du projet, c'est lui qui fait tout. Nous, on est là pour les guider, les mettre sur la voie, apporter un truc. Je dénigre pas notre job, hein, mais il ne faut pas se donner plus d'importance qu'à l'athlète. Et c'est le problème de certains coachs. Je suis un peu d'accord. Après, moi, je te dis ça parce que moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir énormément d'impact sur les athlètes. Alors, j'ai pas des Kevin. Ouais, mais après, peut-être quand ils sont jeunes, on a beaucoup plus d'impact. Ouais, là, il faut en être conscient. Il faut en être conscient qu'on a de l'impact, surtout chez les jeunes. Mais quand tu récupères un Kevin, à quel âge il avait 28 ans déjà. Il est déjà adulte. Ouais, non, voilà. Je dis pas que j'ai pas d'impact, hein. Il y a forcément des choses qui l'impactent. Oui, d'ailleurs, qui peuvent l'impacter positivement comme négativement. Mmh. Il faut faire attention parce que l'entraîneur, il peut avoir des impacts négatifs aussi. Bien sûr. Donc, mais oui, chez les jeunes, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, on est des éducateurs avant tout et forcément, on les oriente quelque part. Là, 2024, année olympique, à la maison. Comment tu gères, toi, de ton côté, déjà, tout ça? Franchement, ça fait tellement longtemps qu'on nous en parle. Parce que je crois que c'est depuis 2017 qu'il y a les Jeux en France, qu'on sait qu'on va avoir les Jeux. Donc, franchement, pour l'instant... Pas de pression supplémentaire. Ça sert à rien, déjà. Oui, bien sûr. Je le sais. Et après, de le savoir, ça ne veut pas dire que tu arrives à ne pas te mettre de pression. La pression, elle va monter forcément à un moment donné. On est tous conscients, on le sait. Et là, on est encore loin. Franchement, il n'est même pas qualifié à l'heure actuelle. Donc, ça ne sert à rien de se mettre une pression pour un truc qui potentiellement n'existe pas. C'est vraiment comme ça que je réagis. Chaque chose en son temps. Comme disent les footballeurs, on prend les matchs les uns après les autres. Franchement, il ne faut pas se mettre une pression pour un truc qui n'est même pas sûr d'arriver. Ouais. Donc, on y va tranquille. Après, je dois avouer quand même qu'au Nouvel An, quand on est passé en 2024, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Ah, ça y est, on est en 2024 ». Enfin. Okay. Et ça faisait waouh, c'est vrai, mais ça m'a paru bizarre de ressentir ça. Je me Okay. je savais pas que ça allait me toucher comme ça. Parce que vraiment, quand il y a eu le 2024, j'ai fait ok, ça y est, c'est l'année. C'est l'année, c'est maintenant. Ouais. Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose quand même. Oui, derrière quand même. Mais bon, pour l'instant, je suis pas la tête sous l'eau. Et sans parler de Kevin ou quoi, comment tu les vois ces Jeux Olympiques en général à Paris, en France, à la maison?
Bah, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le français, il adore râler. Donc en ce moment, on entend beaucoup de Français qui râlent pour tout. Je suis d'accord. Mais le français est chauvin. Donc quand on va être dedans, ils vont kiffer les Français. Et ils vont être là derrière les athlètes. Moi, je m'attends à un truc de dingue. Après, j'essaye de pas trop y penser, d'avoir trop d'attentes non plus, parce que Bien sûr. voilà, faut pas être déçu ou pas. Mais les Français, ils sont chauvins. On est chauvins. Donc on sait que dans le stade, ça va être une ambiance de fou, que ça va être... Et c'est d'ailleurs à ça que... Ça, c'est un tips que m'a donné Kevin, c'est que lui, ça fait longtemps qu'on lui parle de Paris 2024, les Jeux. Bien sûr. Et à chaque fois qu'on lui parle de ça, lui, pour éviter de se mettre toute pression, on va dire négative, il s'imagine, lui, dans le stade, avant le 100 mètres, le speaker qui annonce son nom et tout un stade qui scande son nom et qui l'encourage. Comme ça, Paris 2024, c'est associé à quelque chose de cool Ouais. et pas à de la pression médiatique, de résultats. Et donc, lui, il m'a dit qu'il voyait ça comme ça, mais ça fait déjà un bout de temps qu'il m'avait parlé de ça. Et j'ai trouvé ça hyper malin de sa part, déjà, et hyper... avoir du recul de faire ça, être capable d'avoir du recul sur ce qu'il ressent. Et c'est vrai que moi maintenant, je pense que je suis influencé par ce qu'il m'a dit lui, mais moi je vois ça comme ça aussi. Je vois ça comme une fête, drapeau bleu, blanc, rouge, des gens qui hurlent dans le public. Et du coup, pour l'instant, c'est qu'un truc vraiment hyper positif. Et je veux que ça reste comme ça dans ma tête. Ouais, bien sûr. Parce qu'on va pas se mentir, Kevin, c'est quand même l'image de l'athlétisme français en ce moment. Ouais. Non, t'es pas d'accord? Si. Ouais, bah. Et du coup, malgré lui, quoi. Genre, il veut pas être forcément lui l'image Non, de non, l'athlète non, français, mais- mais effectivement, à Tokyo, il est la seule médaille. À Eugene, il est médaille d'or, c'est la seule médaille française. C'est sûr qu'il y a de l'attente autour de lui. Ouais, c'est ça. Je viens vous aider de temps en temps. Ouais. Rarement, mais j'adore ça. Je te remercie toujours de m'inviter à ces moments-là. Et je vois à chaque fois, il y a des caméras, il y a des trucs comme ça. Ça doit être quelque chose aussi pour lui qui doit être vraiment lourd, j'imagine, à la fin quand même. Ou alors peut-être quelque Bah. chose où il s'habitue. Je pense que tu t'habitues déjà. Lourd, je sais pas, parce que sinon, à tout moment, il peut dire non, de toute façon. Il a déjà dit non, il refuse plus de choses qu'il n'en accepte. Ok. Mais après, lui aussi, il est intéressé par l'héritage aussi qu'il va laisser, de lui peut-être en tant que personne, mais surtout son sport. Lui, c'est un amoureux du décathlon. Et quand il est dans les médias ou qu'il se fait suivre par une caméra, ce qu'il veut, c'est mettre en avant son sport, mettre en avant le décathlon, les épreuves combinées, parce que lui, c'est quelque chose qui... C'est sa deuxième femme, en fait. C'est quelque chose qu'il aime profondément. C'est l'amour de sa vie, ça fait peut-être un peu trop, mais vraiment, il vit pour ça. En Ouais. fait. Donc, Il pense qu'à ça. et il veut que un maximum de personnes connaissent ça. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui disent ah bah tiens, les épreuves combinées, le décathlon, je connaissais pas, mais j'ai regardé et c'est vraiment cool en fait. Mais trop peu de gens le connaissent, le décathlon, je pense. Et Kevin, ça lui plaît, je pense, quelque part, d'être un peu le moteur du décathlon, en tout cas en France, et peut-être même un peu mondial. Hein, et je pense qu'il a une image aussi au-delà de la France. Mais ça lui plaît de mettre en avant le décathlon. Et il a fait partager d'ailleurs sous ces événements qu'il fait Bien sûr. La meilleure expérience, c'est un événement qu'il a créé depuis 2017, je crois. Et ouais, c'est pour mettre en avant les épreuves combinées et les athlètes d'épreuves combinées. Donc, ouais, ça lui tient à cœur. Donc, les médias, les caméras, il les accepte aussi pour ça. C'est vrai que c'est quelqu'un de plutôt réservé, introverti, on va dire. Mais pour le bien de son sport, il peut accepter les caméras, il n'y a pas de problème. Donc on va passer un peu de ton côté entraîneur aussi du groupe de sprint à Montpellier. Tu disais que tu voulais pas faire que Kevin, mais aussi que tu avais un groupe de sprint à Montpellier. Du coup, tu entraînes un groupe de combien de personnes? Voilà, j'ai une... la question piège. Je sais même pas combien de Je sais personnes pas j'entraîne. à peu près. Une bonne dizaine. D'athlètes, ouais, de cadets à seniors, au final, parce que plusieurs filles qui sont seniors. Mais ouais, une dizaine d'athlètes. Est-ce que du coup, tu as une planification qui correspond à chacun de tes athlètes ou alors tu fais à peu près tout pour tout le monde un peu... Alors, pour les... ma philosophie, c'est que dans l'idéal, il y a une planification par athlète. En pratique,
C'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Tu es bien placé pour le savoir. Malheureusement. Toi, tu as un groupe monstrueux, donc tu sais que tu peux pas faire une planif pour chacun. Et même moi, avec un groupe que de 10, donc j'ai trouvé un peu de transversalité, des choses qui conviennent à tout le monde. Parce que sinon, déjà, c'est moins cool pour les athlètes. Parce que si chacun fait sa séance dans son coin, avec des jours différents, c'est chiant. Mais ouais, philosophiquement parlant, on va dire que je pense que, par exemple, quand tu t'entraînes à très haut niveau, la planification, elle est individualisée au max. Et au-delà de ça, je dirais même que la, la planification, on n'est pas marié avec elle. C'est-à-dire que tu dois être capable de l'adapter en permanence, de la faire évoluer d'un jour à l'autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est avec Kevin, pour rester un peu sur Kevin, c'est ce qui se passe. Il n'y a même presque pas de planification, parce qu'en fait, on adapte en permanence, pratiquement du jour pour le lendemain, en fonction de son ressenti, des entraînements. Vraiment, on adapte tout le temps. C'est vraiment l'adaptabilité poussée à son paroxysme. Et après, avec des plus jeunes, effectivement, il y a une trame, il y a une planification, on les entraîne du lundi au samedi, parce que le dimanche, peut-être c'est la famille, plus que voilà. Donc il y a des contraintes un petit peu, on va dire, d'emploi du temps, il y a l'école, il y en a qui travaillent, donc on est obligé de s'adapter à pas mal de choses déjà. Donc si en plus on doit individualiser, ça sert à rien. Donc on fait des troncs communs. Après, tu dissocies forcément sprint court, sprint long, Bien sûr. Les hurdlers, les non-hurdlers. Il y a quand même des spécificités à chaque personne, mais il y a quand même un tronc commun. Est-ce que tu as une planification qui est pour toi parfaite ou est-ce que du coup tu t'adaptes tout le temps? Est-ce que chaque année tu refais les mêmes choses? Est-ce que tu changes chaque année? Il y a des choses qui restent, mais chaque année ça change. Il y a des choses que j'enlève, il y a des choses que je remets 3 à 4 ans après, parce que je m'en souviens, je me dis, putain, ça c'était pas si mal en fait à l'époque. Et en fait, je pense que non, une planification, c'est en perpétuelle évolution. Pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas de planification parfaite. La planification parfaite, non, elle n'existe pas. Franchement, pareil, philosophiquement, je pense qu'elle n'existe pas. Moi, je sais qu'à chaque fois que je réouvre mon plan, que je retravaille, que je le réouvre, que je le re-regarde, j'ai envie de le modifier. Donc, je pense que c'est aussi parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Et je le sais. Et donc, non, pour répondre à ta question, il n'y a pas de planification parfaite. Tu disais aussi qu'il fallait s'adapter aussi en fonction de la météo, de la température. S'il fait très froid, tu peux pas faire du sprint court en short. C'est C'est compliqué, con, ouais. Et encore, nous, à Montpellier, on est bien. On est très On bien. est plutôt simple. Mais est-ce que du coup, tu as un exercice que tu préfères et que tu adores faire? Faire plutôt. Ouais, faire, c'est mieux. Ouais, moi j'ai 2 petits exercices. Brandé Alexandre, je pense. Il y en a un que j'ai piqué à Robert Emian. Ok. À l'entraîneur de Robert Emian, pour être plus précis. J'avais lu pas mal, à l'époque quand j'étais à la fac, je lisais beaucoup d'articles sur plein d'entraîneurs, plein d'athlètes différents. Et j'avais lu un article qui disait que Robert Emian, à la fin de pratiquement toutes ses séances d'entraînement, il finissait par 3 fois 80 pelouses placées pour travailler le relâchement, la fluidité, son corps. Courir, ce soit vraiment presque son état naturel. Ouais. Marcher, c'est plus dur que courir. Courir, c'est plus facile que marcher. Et du coup, moi, ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, franchement, c'est intéressant, surtout pour un sauteur en longueur. Si c'était facile, relâcher à l'approche de la planche, c'est bien, c'est mieux. Et moi, je trouve que pour les sprinters aussi, travailler le relâchement, tout ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, c'est souvent, à la fin de l'entraînement, souvent après les muscus, où il n'y a pas forcément de course prévue, je leur fais faire 3 lignes droites. Juste pour dérouiller les jambes un peu et se dire easy run, course facile, allez, on déverrouille tout ça et on travaille le relâchement mais sans s'en rendre compte. Et puis ça fait pas de mal, c'est pas énergivore, donc tu le ressens pas le lendemain, ça fait juste du bien au corps. Donc ça, on va dire que c'est un truc, un exercice, on va pas en parler, mais c'est plus une petite philosophie encore une fois. Et moi, un exercice vraiment spécifique que je pense pas que ce soit moi qui l'ai inventé, mais je sais pas si je l'ai piqué ou je dois pas être le seul à le faire. Je fais beaucoup de émarché. Okay.
Et j'adore mettre des contraintes de coordination sur les haies marchés. C'est-à-dire, tu fais des haies marchés avec 2 appuis, et tu rebondis sur les 2 appuis. Mais moi, je demande des fois à ancrer un appui dans le sol, rebondir sur le deuxième, et inversement. Ok. Mettre de la coordination dans des haies marchés un peu dynamiques. Parce que déjà, je trouve ça ludique, je trouve ça sympa, ça les met en galère. Et ça me permet de voir leur coordination, leur capacité d'adaptation à un exercice aussi, et voir l'évolution que ça peut avoir. On fait ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Et je sais que quand un nouveau arrive dans le groupe, que je demande ça, les autres rigolent un peu parce que maintenant ils savent le faire et que le nouveau il galère. Donc ça c'est un truc, c'est un peu ma signature aussi. Ouais. Ok. Il y a un truc qui est hyper important en tant qu'entraîneur aussi, c'est la gestion de groupe. Mm. Comment toi tu vois la gestion de ton groupe et comment est ta philosophie de gestion d'un groupe? Encore une fois, il y a le côté philosophique, théorique, et il y a le côté pratique. Terrain. La théorie, pour moi, je m'y attache vraiment le plus possible, c'est qu'il n'y a pas d'individu au-dessus du groupe. Vraiment, ça, c'est non négociable. Après, forcément, en pratique, c'est différent. Pas dans le sens volontaire, c'est pas une volonté de ma part, mais je sais que moi, je fonctionne beaucoup, et c'est quelque chose que je leur dis à tous, tout le temps, en tout début d'année. Je les réunis, et je leur dis, sachez que moi, je m'investis à la hauteur de votre investissement. Donc, le mec, il est investi à 200%, je vais m'investir à 200% avec lui. La personne qui investit à 100%, c'est déjà bien, c'est très bien, je m'investirai à 100%. La personne qui investit à 80%, je m'investirai à 80%. Donc, la théorie, c'est qu'il n'y a personne au-dessus du groupe, ok, mais il y a quand même des gens avec qui je vais plus m'investir que d'autres. Mais je ne serai que le miroir de leur investissement. Donc, ça ne me pose pas de problème d'éthique. Et ça peut aussi m'arriver de dire à quelqu'un, écoute, tu t'investis pas assez. Moi, je me vois mal m'investir à 70%, ça m'intéresse pas, parce que je suis quelqu'un d'entier. Donc, je vais avoir quelqu'un d'autre. C'est pas méchant, Oui, bien sûr. c'est déjà arrivé. Hein, et ça se passe très bien, les relations après, il n'y a pas de problème. Je me suis jamais brouillé avec quelqu'un que j'ai entraîné. Et c'est quelque chose à laquelle je m'attache aussi. On peut pas être d'accord, on peut ne pas s'apprécier, mais tu vois, je me suis jamais brouillé avec quelqu'un. Mais ouais. Personne n'est au-dessus du groupe et je veux surtout que personne ne se sente au-dessus du groupe. Et ça, c'est important. Parce qu'on parle aussi de gestion de groupe quand il y a une motivation entre le groupe, quand tu sais qu'il y a une grosse séance, que toi tu prépares une bonne séance, t'es content, Ouais. mais que le groupe, bah, tu sais que c'est qu'ils vont galérer à faire. Bah, s'il y a une bonne entente dans le groupe, bah, au moins ça va élever le niveau aussi du Ouais, groupe. carrément. Après, moi, je suis pas un coach sadique. Ah ouais. Genre, ça me fait pas kiffer de voir les athlètes galérer. Vraiment. Je sais même, je pense peut-être c'est pas un défaut que je peux m'attribuer parce que, Trop d'empathie. ouais, je sais que des fois il faut en chier, mais je pense qu'on peut progresser, on peut évoluer sans se mettre à l'envers toutes les semaines. Ok. Donc je préfère être toujours dans la facilité et le contrôle, le relâchement. En fait, moi j'aime bien l'idée de relâchement, comme l'exercice que je disais tout à l'heure. Je suis pas un entraîneur mal en disant ah, c'est bien, si tu vomis, c'est que tu as bien travaillé. Ça, je crois que c'est une époque un peu dépassée, et on en est revenu de ça. Et que travailler intelligemment et à dose plus chirurgicale, c'est plus efficace. Et en plus, tu prends plus de plaisir. Parce que vomir, c'est quand même rarement kiffant. Non, oui. Rarement, Donc, effectivement. après, je dis pas, des fois, il y en a qui vomissent, c'est rare, mais ça arrive. Parce que bah, tu vas au bout de toi-même, ce jour-là, peut-être tu as mal mangé, j'en sais rien. C'est pas un problème de vomir en soi. Mais si c'est 2 fois par semaine ou toutes les semaines, je crois qu'à un moment donné, tu vas saturer et tu vas arrêter la clé en fait. Ouais, bien sûr. Ton corps n'est pas fait pour vomir 2 fois par semaine. Moi, j'ai pas été amené à la bonne école avec Stéphane. J'ai pas trop d'empathie par rapport à ça. Mais par contre, je te rejoins énormément sur le fait de pas faire vomir toutes les semaines. En fait, surtout moi, j'ai un groupe, j'ai du haut niveau et j'ai aussi des loisirs entre guillemets, même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ouais. C'est comme ça. Mais mon but à moi aussi, c'est qu'ils kiffent l'athlète et qu'ils reviennent toutes les semaines. Et si j'ai un groupe comme ça, la seule fleur que je peux m'envoyer tout seul, c'est que au moins je les ai motivés à venir tous les jours ou au moins toutes les semaines à l'entraînement. Après, il y a différentes sortes de motivation. Il y en a qui sont motivés que par les résultats. Si tu les fais vomir 2 fois par semaine, qui battent leur record, ils accepteront de vomir 2 fois par semaine. Mais là où c'est très dur, c'est si tu vomis 2 fois par semaine, que tu as l'impression d'en chier, tu te dis ok, la compète, ça veut dire que je vais être fort. No pain, no gain. C'est quoi l'expression train hard, win easy. Et t'arrives en compète et t'es nul.
Tu te dis, putain, oh, j'ai vomi toutes les semaines, je me suis envoyé, et en plus je progresse pas. T'imagines? En fait, c'est ça qu'il faut arriver à calibrer. Si... Franchement, tu peux péter un câble dans ta Ouais, tête. bien sûr. Il y a aussi un truc qu'on parlait de très important, on parlait d'éducateur sportif. C'est amener aussi une certaine régularité dans la vie des athlètes, Ouais. une certaine hygiène de vie, je dirais. Moi, je l'ai remarqué énormément avec mon groupe, par exemple, c'est pour ça que je t'en parle. Il y a beaucoup d'athlètes qui viennent et qui vomissent toujours en entraînement. Je suis en mode, mais là, on a fait des starts. C'est pas normal que tu vomisses. Et du coup, je suis un peu cette figure, entre guillemets, qui doit obligatoirement dire il faut que tu manges bien, il faut que tu manges à telle heure. Qu'est-ce que tu en penses de la régularité que tu peux amener, toi, à tes athlètes? Déjà, il n'y a pas de vérité. Je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de vérité. Il y a des athlètes qui ont été champions olympiques en mangeant 300 nuggets au JO de 2008. Il a fait 9,69 au 100 mètres. On ne dira pas le nom, mais très bien. On l'a deviné. et pour autant, c'est le meilleur sportif, c'est le meilleur athlète de tous les temps. Donc, il n'y a pas de vérité. Après, il y a quand même des bases fiables et solides. Il y a des gens, c'est des exceptions. Usain Bolt, pour le citer, on parle de lui, c'était une exception. Je pense que quoi qu'il fasse, il allait être monstrueux. Il a été bien orienté, plutôt bien orienté, je pense. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais il était prédestiné à briller. Et il y a des athlètes qui ne sont pas prédestinés à briller, mais qui, en mettant tout bien dans l'ordre, en mangeant correctement, en faisant attention au sommeil, en essayant de contrôler tout ce que tu peux contrôler, si tu le contrôles, tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre ton plein potentiel, ce que je disais au tout début. Et c'est ce à quoi moi je m'attache. Donc tu donnes des petits tips, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, même avoir des autres centres d'intérêt, par exemple, tu vois, faire un double projet sportif scolaire, sportif professionnel. Ou alors quand ton sport devient ton métier, avoir des passions quand même aussi, hors athlétisme, il faut être capable. C'est plein de choses comme ça et je pense que c'est hyper important d'être équilibré en fait, d'être épanoui dans sa vie personnelle. Je pense que... Et après, il y aura des contre-exemples, il y aura des contre-vérités. Il y a des gens qui sont dépressifs, tiraillés, qui ont une enfance horrible, qui sont des champions aussi, parce qu'ils se sont servis à un moment donné de la difficulté de leur vie pour perfer aussi. Donc c'est pour ça que j'en reviens à ça, il n'y a pas de vérité. Mais il y a quand même un petit tronc commun où si tu mets tout bien en ordre, tu vas atteindre ton plein potentiel. Moi, il y a aussi le fait d'amener à des athlètes, parce qu'ils viennent pour s'entraîner, mais aussi avoir une vie à peu près ordonnée, parce que je sais qu'il y a des athlètes qui viennent et qui sont... ils n'ont que ça dans leur vie, l'athlète, et s'ils n'ont pas ça, malheureusement, c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours, on va dire. Et que du coup, l'athlète permet d'être à l'heure à chaque rendez-vous, il ramène vraiment une régularité par rapport à ça, quoi. Oui, on en revient à dire qu'on est des éducateurs, et c'est facile de dire l'athlète c'est l'école de la vie, mais c'est comme... Il y a plein de choses qui peuvent être l'école de la vie pour quelqu'un, c'est juste après... Chacun doit trouver sa voie. S'il y en a qui la trouvent dans l'athlète, nous on est là pour les accompagner, les orienter du mieux qu'on pense faire bien, tu vois. J'imagine qu'on essaye de faire bien. C'est déjà le principal en tant qu'éducateur. Nous on essaye de faire le maximum. Tu les orientes. Et moi je sais que on a déjà, je sais pas toi si tu en as déjà connu, mais moi j'ai déjà connu des jeunes que j'ai entre guillemets sortis de la rue où je sais que je leur ai évité d'avoir de mal tourné, un truc comme ça. Et moi, ça me va déjà, rien que ça. Ouais. Même si après ils arrêtent l'athlète, ils se mettent à travailler, mais c'est très bien. De toute façon, 90% des athlètes qui sont sur le stade, ils ne vivront pas de l'athlète. Bien sûr. On va avoir 99. Ouais. Malheureusement. Donc, non, on sait que nous, on est de passage dans leur vie. Eux, ils sont de passage dans la nôtre. Si on peut tous s'amener quelque chose de sympa, tant mieux, quoi. Tu as de jeunes athlètes que tu peux préparer au haut niveau. Je pense notamment à Mathéo par exemple, qui arrive avec toi et qui a déjà un objectif de faire de la performance. Comment toi tu prépares à faire du haut niveau? C'est pas moi qui prépare, hein. Encore une fois, c'est l'athlète qui est au cœur de son projet. Mathéo, pour ne citer que lui, dès qu'il est arrivé en cadet, il avait un objectif. Lui, pour le coup, il s'est investi à 200%. Moi, je m'investis à 200% avec lui, dans les hauts comme dans les bas.
C'est pas parce que des fois ça va moins bien que je le lâche, au contraire. Bien sûr. Oui, tu es là, tu l'accompagnes. Après, ouais, vraiment pour répondre à ta question, je m'investis à la hauteur de l'investissement. Ils sont investis à bloc, je m'investis avec eux. Le haut niveau, moi j'ai mis un pied dedans, ça fait quelques années, le haut niveau jeune, on va dire. Donc je commence à avoir de l'expérience à ce niveau-là. Et maintenant, même le haut niveau, le très haut niveau, senior, olympique, tout ça, je le côtoie. Je le côtoie avec Kevin, mais je le côtoie quand je suis en équipe de France. Je vois tout le monde. Je discute avec les autres entraîneurs, je discute avec les autres athlètes. Je les vois, je les observe. Et du coup, moi, ça m'enrichit. Et ça, c'est un grand kiff, premièrement. Et en plus de ça, ça me fait progresser de jour en jour, de côtoyer ça. Et du coup, j'essaye de le retranscrire du mieux possible aux jeunes générations. C'est pour ça que j'aime bien souvent raconter des anecdotes de choses que j'ai vues, entendues en équipe de France, parce que ça parle aux jeunes, c'est impactant. Et c'est riche pour moi comme pour eux. Donc, en gros, je pense que pour répondre à ta question, comment je prépare le haut niveau ou j'amène au haut niveau, je pense que c'est avant tout donner des clés, donner des outils. Et après, c'est à eux de s'en servir de ces outils. Nous, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Philosophiquement, encore une fois, c'est ça. Je donne des clés. Des fois, ils vont se retrouver face à des serrures. Hop, s'ils ont la bonne clé, ils ouvrent la serrure, ils progressent, ils avancent. Et donc, plus tu as de clés, plus tu as de chances d'avancer. C'est une interview que Sacha Zoya avait fait, j'avais regardé. Il parlait de... Enfin, la personne qui l'interview lui demande pourquoi il a choisi Ladji Doucouré en tant qu'entraîneur. Il lui dit parce qu'il a tous les cheat codes, en fait. Ouais. Comme tu racontes, en fait, du coup, tout ce qu'il a déjà vécu, tout ce que Sacha peut vivre en ce moment, en fait, il les a déjà vécu souvent Ladji Doucouré. Ouais, je pense que ça aide, mais ça ne veut pas dire qu'un athlète qui n'a pas été champion du monde ou qui n'a pas fait les JO, ou un entraîneur qui n'a pas été champion du monde ne peut pas être un bon entraîneur. Parce qu'en fait, on a tous notre singularité, notre particularité. Et il y en a qui sont empathiques, donc qui vont pouvoir amener quelque chose. Il y en a qui sont documentés, qui vont pouvoir amener quelque chose. Il y en a qui, naturellement, sont des managers, des meneurs d'hommes, qui vont pouvoir mener les hommes. En fait, encore une fois, il n'y a pas de vérité. C'est sûr que on voit qu'il y a beaucoup d'ex-athlètes de haut niveau qui deviennent des entraîneurs, mais ça ne garantit pas non plus d'être un bon entraîneur. Il y en a qui n'ont pas perduré en tant qu'entraîneur, des anciens athlètes de haut niveau, parce qu'au final, ils ne sont pas faits pour ça, forcément, des fois. Donc, encore une fois, il n'y a pas de vérité, mais chacun doit amener ce qu'il peut amener, et tout le monde a quelque chose à apporter, je pense. Donc, donnons-nous des clés, des cheat codes, comme il dit Sacha. On va parler un peu de musculation. Yep. Comment toi tu amènes la musculation et comment tu vois la musculation dans l'entraînement? Alors la musculation, c'est un vaste sujet. C'est très complexe, même dans ma tête, même à l'heure actuelle. Franchement, j'ai pas de certitude. Mais quelque part, je crois que c'est bien de pas avoir de certitude. Tu te remets toujours en question par rapport à ça? Ouais, mais en fait, c'est même dans l'entraînement. En fait, déjà, je me suis toujours dit, le jour où tu as des certitudes, c'est que tu es un con. Donc, je m'interdis d'avoir des certitudes. On a des choses en lesquelles, des convictions, des croyances, mais quand tu es sûr d'un truc, souvent tu vas dans le mur. Donc, je préfère me questionner, me remettre en question. Et surtout au sujet de la muscu, déjà, ça fait que d'évoluer. Il y a 1000 façons de faire. Et il faut que ce soit toujours bénéfique à l'athlétisme, à la discipline, à la personne. Donc ça fait beaucoup de facteurs à faire concorder. Donc ma philosophie sur la musculation, franchement, j'en ai pas. Je fais des trucs. J'ai fonctionné par essai et erreur en fait, depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant que j'entraîne. Il y a des choses que j'ai fait, j'ai vu que c'était des conneries. J'ai arrêté de faire. Il y a des choses que j'ai faites, j'ai vu que ça marchait bien, j'ai continué à le faire. Je les ai faites un peu évoluer. Aujourd'hui, typiquement, clairement, aujourd'hui à l'entraînement, j'ai inventé un nouvel exercice. Okay. Ouais, pas inventé. Ouais. J'avais un exercice que je faisais faire et je l'ai fait évoluer cet exercice. Parce que je me suis dit, mais si on faisait comme ça, c'est mieux. Ok, maintenant on fait comme ça.
tout à l'heure à l'entraînement, il y a 3 heures. Et je crois que du coup, là, je prends du recul sur ça et je me dis que je suis content. Je suis content parce que je suis pas resté dans mes certitudes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, la muscu, c'est important. Pour le dire, moi j'en fais 3 par semaine avec le groupe que j'entraîne. Mais c'est des petites muscu. Je préfère, en fait, avant, tu vois, par exemple, on va prendre un exemple, hein, c'est plus parlant que 1000 mots. Je faisais une grosse séance de muscu par semaine, mais genre 2 heures, 2 heures et demie. Franchement, quand je prends du recul, je me dis que c'était pas hyper efficace. Donc, j'ai coupé ma muscu en 2. Et maintenant, je suis arrivé à couper ma muscu en 3. Mais en fait, je ne l'ai pas réellement coupé en 3 parce que j'en ai rajouté un peu. Donc maintenant, j'ai une muscu de 3 heures, on va dire, hebdomadaire, mais je fais 3 fois 1 heure. Ok. Parce que j'ai toujours envie de faire des exercices pour progresser sur ci, progresser sur ça. Après, il y a le côté Kevin, qui est lui, autonome dans sa muscu, qui est dans une méthode qui est très particulière, qui lui est propre, on va dire. Il a développé avec son ancien préparateur physique, et qui n'est pas forcément duplicable. Tu ne peux pas l'adapter à tout le monde. Ouais, si, je pense que c'est possible de l'adapter à tout le monde, mais c'est très dur à faire accepter, ou c'est particulier, donc c'est pas conventionnel, donc c'est complexe à faire à des jeunes, par exemple, même si je pense que ça serait intéressant. Donc moi, j'arrive à mélanger un peu la philosophie qu'a Kevin, que moi je côtoie, que je vois avec lui au quotidien, et la philosophie que moi je me suis créée de par mon expérience. Donc c'est pour ça que c'est un bordel dans ma tête. En fait, c'est ça. C'est à ce que j'ai appris à la fac, que j'ai critiqué dans le sens... Positif ou négatif? Ouais, positif, négatif, que je me suis approprié du coup, que j'ai testé, essai, erreur, que j'ai conservé et que j'ai fait évoluer. Et il y a le côté, quelque chose d'un peu totalement différent que Kevin fait, que moi j'essaye aussi d'intégrer, adapter, machin. Donc c'est un bordel. Rien que d'en parler, ça me fatigue. Ça va être un truc. Enfin, moi, c'est le domaine où j'ai pas le plus de mal, mais un petit peu quand même, tu vois. Ouais, Et la mais je musculation, comprends. c'est compliqué à gérer parce que tu fais pas les mêmes musculations pour des sprinteurs courts que pour des sprinteurs longs, tu fais pas les mêmes poids, tu mets pas Ouais, les mêmes exercices pour des hurdlers, bah, pour ça des dépend, rollers. ouais. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Parce qu'en plus, ça peut être contraignant, ça peut être facteur de blessure, de risque de blessure. Donc il faut toujours être dans le... En fait, déjà, la première chose, c'est que la séance de musculation, l'athlète, il ne faut pas qu'il la prenne à la légère. Sinon, elle ne sera pas efficace et elle sera dangereuse. Mais bon, des fois, tu as affaire à des gamins, ils sont pas... La muscu, ça les fait chier un peu, donc ils le prennent par-dessus la jambe. Bref, c'est compliqué. Après, par contre, ce que j'aime bien, la chose que j'aime bien et que je pense maîtriser, sans certitude, mais maîtriser à peu près, c'est l'éducation à la musculation. Tu vois, je l'ai fait cet après-midi avec une jeune, là, Jawara. J'aime bien, elle est jeune, elle est cadette. Tu fais pas de la musculation à proprement parler avec les cadets, tu vois. Et j'aime bien faire de la mobilité, découvrir certains mouvements, d'haltérophilie et l'apprentissage de tout ça. Je trouve que c'est riche parce qu'en fait, encore une fois, c'est des clés et des outils que tu lui donnes, qu'après, dont elle pourra se resservir dans l'athlète, avec moi à l'entraînement sur le long terme peut-être, avec d'autres entraîneurs peut-être si jamais elle est amenée à changer, à bouger, moi je pars, je sais pas, ou dans d'autres sports complètement. Mais j'aime bien donner des clés, parce que je trouve que c'est la base, donner les clés de base. Ça c'est quelque chose que j'aime bien avec les tout jeunes. La chose qui est la plus importante dans l'entraînement, selon toi, c'est quoi? L'envie. L'envie? Ouais, je pense que l'athlète, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, c'est lui qui est acteur de son projet. Si lui, il s'investit dans son projet, il y a des chances et que son projet est en adéquation avec ses capacités et compétences, on va dire, il y a des chances qu'il atteigne ses objectifs. Ouais, je pense que c'est ça le principal. Donc ce que tu essayes de faire à l'entraînement, c'est donner envie à tes athlètes. Ah ouais, franchement, je pense qu'on a rarement vu quelqu'un parfait s'il vient à Soudé. l'entraînement entraînant les pattes, quoi. Donc ouais, je pense que c'est l'envie, mais en fait c'est ce qu'on fait avec Kevin, c'est venir à l'entraînement et kiffer l'entraînement, passer du bon temps. Je pense que si tu viens à l'entraînement et que tu es comme ça, déjà tu es heureux dans ta vie, tu progresses, c'est un cercle vertueux en fait. Tu es heureux, tu progresses, tu
tu es heureux parce que tu progresses parce que tu es heureux. Ça tourne. Ça monte, hein. Il y a un truc que moi, je m'oblige tous les jours à faire, c'est de donner le sourire à mes athlètes. Mhm. Me dire qu'en fait, s'ils viennent là aussi pour perfer, pour chercher des performances ou pour s'entraîner dans tous les cas. Mais si moi, je fais la gueule, bah, ça sert à rien en fait, tu vois. Ouais. Donc je m'oblige à être... bon, je le suis naturellement dans le Ouais, sens où ouais. je vais quand même... Je suis heureux Tu forces pas d'entraîner. le trait non plus, Non, quoi, ouais. exactement. Mais j'essaye des fois d'être... bon allez, là je vais faire plus de vannes parce que ça va être dur et je sais que s'ils sont contents... Tu t'es inspiré de Pierrick. Non, pas forcément non plus. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre Ouais. de leur donner envie de revenir carrément, tu vois, parce qu'ils se disent, en fait dans le groupe, je passe un bon moment. Ouais, mais carrément. Mais moi, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important. On est un miroir pour eux aussi. Oui, c'est vrai. Si eux, ils sont... franchement, moi, si eux, ils sont contents, franchement, souvent, je suis content. Si eux, ils sont deg, je suis deg. Donc, si ça marche dans un sens, ça peut marcher dans l'autre. Si moi, j'arrive et que je suis deg et que je leur fais « Ah putain, aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde, il me fait chier, je suis malade, j'ai pas envie d'être là. » Qu'est-ce que je leur renvoie? Et eux, ils vont se dire bah, « Putain, merde, on le fait chier, il vient pour nous, ça le fait chier. Ouais. » Ou alors, ils seront peut-être plus empathiques. « Ah, il est pas bien. » Non, c'est pas grave. Je suis rarement venu sur le stade en tirant la gueule, je pense. Au contraire. Les championnats, donc c'est quand même les championnats de France, généralement, c'est quand même un objectif pour la plupart de ton groupe, je dirais. Ouais. Moi, c'est un objectif aussi pour mon groupe aussi. C'est une ambiance qui est un peu particulière pour les athlètes, parce que c'est un mélange entre une consécration et aussi un stress à gérer. Ouais. Alors toi, en ayant connu les Jeux ou les championnats du monde, tu arrives à plus le gérer en tant qu'entraîneur? Non. Non, pas forcément? Je suis plus stressé pour les jeunes que pour Kevin. Ah ouais. Franchement, Ok. je te jure. Pourquoi? Je sais pas, les jeunes, ils sont... C'est con ce que je vais dire, hein. Mais on a ce rôle un peu d'éducateur, on a ce rôle de... On les oriente, et je me dis que... Je sais pas comment expliquer. Je les sens T'es plus plus fragiles. investi, Ils sont ouais. plus fragiles en fait. T'es plus Peut-être investi, ça, je peut-être. sais pas si c'est le vrai terme. Ils sont plus fragiles. Et du coup, je me dis, putain, faut que ça se passe bien, sinon... Alors que Kevin, ça se passe pas bien, il sera dégoûté aussi. Oui, hein. oui, non, mais oui, je sais ce que tu veux dire. Mais je sais pas, je me suis fait cette réflexion plusieurs fois. J'ai pas plus de pression, mais c'est différent en tout cas. Ok. Et j'ai de la pression quand même. C'est inexplicable peut-être, mais non, mais j'y attache de l'importance parce qu'en fait, eux, ils y attachent tellement d'importance. Ils sont pas lucides souvent sur ça, sur les championnats de France, leurs objectifs. Il y en a, et des fois, ils arrivent au championnat de France, ils sont derniers qualifiés, ils disent ouais, je veux gagner. Mais non, attends, tu vas être déçu là, tu vas être déçu. Moi, je veux pas que tu sois déçu. Mets à jour tes objectifs, ok, peut-être, mais mets-toi des intermédiaires quand même. T'es dernier qualifié. Des paliers. Mets-toi des paliers, ouais. Donc, ouais, non, c'est. Et tu vois, pour aller dans ce sens, l'été dernier, championnat de France cadet junior à Châteauroux, pour moi, c'est un énorme souvenir parce qu'on était 6 athlètes du groupe et ils sont tous revenus avec une médaille. Et ça, C'est il beau. n'y en a aucun qui fait la gueule, ou qui est déçu, qui est triste. Même s'il y en a qui auraient peut-être voulu une autre médaille, Ouais, une autre bien couleur. Quand tu as une médaille, tu peux pas faire la gueule. C'est comme Mm. Kevin au JO, il a la médaille d'argent, il n'était pas venu pour ça. Mais tu es heureux. Tu es heureux. Tu n'as pas le droit de faire la gueule quand tu as une médaille. Ouais. Et 6 qui ont une médaille, le retour dans le minibus, tout le monde est content. Mais c'est trop bien. Imagine, il y en a 5 qui ont une médaille, un qui n'a pas de médaille. Moi, je suis capable d'être dégoûté Pour la personne. pour cette personne-là et de me dire putain, c'est horrible. Parce qu'il y a un peu d'empathie, forcément. Et du coup, là, c'était un souvenir énorme parce que 6 athlètes, 6 médailles, ouais, tout le monde est content, tu pars en vacances. Tes vacances, c'est pas les mêmes, Ah, c'est clair. quoi que t'en dises. Même si c'est que les championnats de France cadet junior, tu pars en vacances, si t'as pas atteint ton objectif, t'es dégoûté. Et là, c'était trop bien. C'était trop bien. Moi, j'ai un souvenir, on était allé à Blois pour les championnats de France par équipe Ouais. en tant que cadet. Et t'étais là aussi. Ah, mais toi, t'étais cadet, J'étais non? cadet. T'étais dans l'équipe J'étais junior. ou t'étais entraîneur? Non, j'étais en tant qu'athlète. T'étais athlète, ouais, Ouais, je j'étais me souviens. athlète.
je me souviens très bien. À Blois, et on gagne, on fait médaille d'argent d'ailleurs, j'ai perdu la médaille, j'ai trop le seum. Ouah, J'ai jamais retrouvé. et les filles font médaille d'or. Et les filles font médaille d'or. Ouais. Et du coup, dans la voiture, c'est ce que tu dis un peu, c'est qu'en fait, tout le monde a cette ambiance Mais de. oui. Puis nous, on fait deuxième à 2 points ou 3 points, je crois, c'était hyper serré. Mais oui, mais c'était énorme. Moi, Ouais. j'avais chialé ce jour-là. Ah ouais? Mais, ouais. Je me rappelle pas. J'avais chialé, mais comme une gamine. Genre, avant, c'était parce que moi, à l'époque, j'entraînais les filles de Fabrègue, là. Oui. Et il y avait une équipe, elles étaient. Je crois que c'était une équipe de 5 ou 6, et dans l'équipe de 5 ou 6, il y en a 4 que j'entraînais de Fabrègue. Et avant le 4x60, c'était la dernière épreuve, Ouais, ouais. je savais que si le témoin arrivait au bout, c'était gagné. Et genre, je me mets à chialer dans mon coin tout seul, genre, mais vraiment tout seul dans mon coin. Genre, personne l'a su. Personne l'a vu. Ouais, J'étais dans mon coin, je chialais, j'étais c'est con, ça. Qu'est-ce qui se passe Mais ouais, moi je chiale. Hein. Franchement, moi, ça m'arrive régulièrement de chialer quand il y a des perfs Ouais. comme ça. Et là, ce jour-là, mais c'était mythique. Il y a les 4 filles que j'entraînais, l'équipe elle gagne, les garçons vous faites 2. C'était magique. Moi, T'avais déjà des mecs que t'entraînais dans le groupe aussi. il y avait des James, mecs, il y je avait crois. James et il n'y a pas Thomas Caro avec la Si, Ouais. c'est sûr, c'est ça. Donc ouais, pareil, là, il y a 6 athlètes que j'entraîne qui avaient fait une médaille au championnat de France. Moi, c'était par équipe et tout, c'est moins la fame que le championnat de France que des juniors, mais c'était trop bien. Ouais, moi, Franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Hein. bah ouais, t'as une médaille FFA. Ouais, c'est ça. Voilà, même si c'est par équipe, interclub jeune, non, c'était quoi? C'était équipe athlée. C'était des équipes athlètes, ouais. Trop bien. Moi, Genre, je vis pour ça. Hein. Ouais, Franchement, ça me régale. Ça me régale théoriquement, encore une fois, sur le papier, autant qu'une médaille olympique. ouais. Trop bien, les gosses, ils ont kiffé. C'était trop bien. Ça crée des souvenirs de fou. Bah ouais, regarde, t'en souviens, t'en Ouais, parles je m'en encore, souviens de t'as fou. perdu la médaille, connard. Ouais, putain. Tu sais mais en fait, elle doit être chez mes parents. Mais j'ai pas. Là, j'ai gardé toutes les autres médailles et celle-là, je la retrouve pas. Putain. Ah, c'est la plus importante. Mais c'est la meilleure. Bah ouais. Je l'ai pas gardée, quoi. Putain, le con. Et ouais, je me souviens de ce retour en bus où on était tous dans le fourré bien du sûr, truc. c'est Et trop que- bien. Et dans le minibus. Et on avait, je sais pas, 6 heures de bus. Et... Ouais, Blois, c'est pas à côté. On a fait Montpellier, des c'est heures chaud. de bus. On va parler un peu de toi en tant que coach. Est-ce que tu as eu des grosses déceptions et quelle était ta plus grosse déception en tant que coach? Déception. Des déceptions, non, je pense pas, parce que. Il y a des choses qui se passent pas comme prévu, mais. Jusqu'à maintenant, ça a toujours permis de rebondir. Tu vois, pour l'instant, il y a. Je crois, hein, tu vois, en même temps que je te parle, je réfléchis un peu, mais. Un échec a toujours été la première pierre d'une future réussite. Ok. Pour l'instant. J'ai pas de grosses. Des enchaînements d'échecs. Là, de tête. Non, j'ai pas de grosses déceptions, franchement. Tant mieux. Ouais, tant mieux, ouais. Peut-être que je me voile la face, hein. Totalement, mais. Non, je crois pas. Je crois pas. Quel conseil tu donnerais à un coach qui voudrait commencer? Un jeune coach. Nourris-toi. Nourris-toi des autres. Ne crois jamais que tu sais quelque chose. Et échange. Ouais, nourris-toi des autres, échange. Franchement, c'est facile de le dire. C'est beaucoup plus dur de le faire. Et moi, je pense que je ne l'ai pas assez fait et je le fais encore pas assez. Parce que des fois, il y a de la timidité, t'oses pas. Parce que moi, franchement, je côtoie des coachs maintenant, t'es en équipe de France, même des coachs internationaux. Tu n'oses pas forcément poser des questions. Ou demander à la personne, vas-y, ça te dit pas, on prend 1 heure, on boit un coup et on discute de ça. C'est dur à faire. Parce que quelque part, je pense aussi, tu mets ton ego de côté, tu t'admets qu'il y a des choses que tu sais pas. Mhm. Et bien sûr qu'il y a plein de choses que tu sais pas. Et donc c'est ça, je pense. Il faut accepter, il faut s'ouvrir, il faut poser des questions et ne jamais croire que tu sais quelque chose. Ça évolue tellement tout le temps que remets-toi tout le temps en question et ouvre-toi aux autres. Et maintenant, quel conseil tu te donnerais à toi-même? En tant que jeune coach, on peut faire, et aussi en tant que maintenant, si tu prends du recul sur la situation. Si je me rappelle quand j'étais jeune, franchement, je me dirais attends un peu avant de vouloir entraîner. Sois pas con et pousse ta carrière.
pousse ta pratique de l'athlétisme le plus loin possible. Parce que moi, j'ai vraiment arrêté parce que je sentais que j'allais pas être très fort. Ok. Genre qualifié aux France, tout juste, alors que j'aspirais à plus. Tu vois, moi, mes objectifs à la base, ils n'étaient pas en adéquation avec C'est ce que tu dis tout à l'heure. mes capacités. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté, j'ai arrêté. Entraîner je me suis réorienté vers l'entraînement. Mais en vrai, je me dirais, attends avant d'entraîner et pousse ta pratique. Crée-toi aussi des trucs en tant qu'athlète, plus. Et après, t'entraîneras, t'inquiète. Mais vis des trucs en tant qu'athlète. C'est ce que je me dirais à moi quand j'étais entraîneur jeune. Pense un peu à toi avant d'entraîner les autres. Là. Ok. Et maintenant? Et maintenant, waouh, C'est dur de prendre du recul c'est sur dur ça, d'avoir c'est du sûr. recul. Mais tu vois, je t'en parlais il y a 2 jours, je crois. Moi, j'ai envie, en 2025, l'année Ouais. après les Jeux, de vraiment faire ce que je disais juste avant, d'aller à Poitiers voir Fabien Lambolèze, un entraîneur de sprint, de Jefferius notamment, qui a formé jusqu'au Maté sur le 110, et d'aller le voir et de passer une semaine là-bas au Crêpes de Poitiers, et de faire les entraînements avec lui, et de poser des questions, aller boire des bières le soir, se dire ah, vas-y, pourquoi tu fais ça, comment tu fais. Et tu sais, je pense même que moi je vais lui poser des questions, mais que lui, moi je lui pose des questions, ça va le faire réfléchir lui aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, je trouve que c'est hyper riche pour moi, mais je pense, en toute humilité, que ça peut être riche pour lui aussi. Et du coup, moi j'invite tous les jeunes entraîneurs à faire ça avec leurs grands entraîneurs de leur club, on va dire. Et les grands entraîneurs de club, d'aller voir les autres entraîneurs. Il n'y a pas des meilleurs que d'autres entraîneurs, on s'en fout. C'est juste partager des trucs. Lui, il va te dire, je fais ça comme ça, et toi, tu vas dire, putain, mais moi, je ferais pas du tout ça comme ça, pourquoi? Et toi, ça va te mener une réflexion. Lui, peut-être qu'il va se dire, putain, mais lui, il ferait pas ça, mais pourquoi il ferait pas ça? Et pourquoi moi, je fais ça? Et peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va pas changer, ça va peut-être le conforter. Ça. Et je trouve ça super riche de faire ça, en fait. Donc, et c'est quelque chose que je vais faire. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je le fasse. C'est compliqué parce qu'il y a quand même des objectifs, il y a des choses, on n'a pas forcément le temps. Mais je sais qu'après Paris 2024, je veux me forcer à prendre le temps de faire ça. Et pas que forcément aller voir Fabien Lambolèze. Ouais, Ça m'intéresse d'aller à Nantes voir Richard Curzas que tu as rencontré dernièrement, d'aller voir même à l'étranger. Franchement, là j'ai envie de partir en stage à l'étranger potentiellement et aller voir un groupe aux États-Unis, un groupe en Allemagne, j'en sais rien. Je sais que je le ferai pas forcément, mais j'ai envie de le faire. Il faut que je le fasse. On en parlait tous les deux ce Ouais. week-end là, c'est que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire moi aussi. Mais ouais, mais c'est hyper riche. Et moi je suis très jeune entraîneur par rapport à toi ou Steph. Je suis pas si vieux, c'est bon comme toi. Non mais c'est comme tu disais, ça fait 17 ans que t'entraînes. Moi, c'est ma 3e année. tu Ouais. vois. Donc j'ai envie d'apprendre en fait, j'ai envie de voir toutes les méthodes pour que moi je fasse ma méthode à moi d'un mélange de tout ce qui me Ouais, plaît en c'est fait. ça. C'est ça le plus important, c'est de s'approprier les choses. Ouais, c'est ça. C'est pas de vouloir copier, c'est pas de vouloir critiquer et dire non ça c'est nul. Parce que même dans des trucs nuls, ça peut te donner des idées de trucs bien. Dans Ouais. des trucs que toi tu trouves nuls, c'est pas forcément nul. Toi tu dis non c'est nul, moi je ferais comme ça. Mais du coup tu as déjà quand même avancé Une sur réflexion, ouais. le truc. Donc ouais, il faut échanger, il faut discuter. Depuis qu'on a discuté ce week-end à Nantes, là, Ouais. avec Richard, et qu'il nous a expliqué comment lui ça fonctionnait à Nantes, et j'ai envie nous au club, on se fasse une team, on se réunit toutes les semaines, tous les 15 jours, j'en sais rien, tu vois, mais régulièrement, pour échanger. Je trouve que ça serait hyper intéressant. Et tu sais, dans la bienveillance, dans l'échange, on se fait un apéro entre nous, on commande une pizza, on fait un truc, ou j'en sais rien, et on échange. Et je trouve que ça serait hyper intéressant. Dans un premier temps, de faire ça juste Au club, comme ça, ouais. au club, et après de voir si ça débouche sur des vraies actions sur le terrain, quoi. Et je pense que ça peut être que moteur et riche pour tout le monde. C'est vrai. Parce que moi j'ai changé énormément avec Steph, Ouais, j'imagine j'imagine, bien. ouais. Mais même avec toi, je suis curieux Ouais, aussi ouais. de savoir ta méthode et je te remercie toujours de m'aider et d'apporter ta vision des choses. Encore une fois, moi je te partage mon expérience ou des choses que j'ai vues, entendues, pratiquées, mais libre à toi de te les approprier. Oui, c'est ça. Et franchement, il faut qu'on s'approprie les choses, il faut que les gens avec qui on discute s'approprient les choses. C'est tout le but du jeu, quoi. Si tu pouvais reprendre 3 personnes, 3 sportifs ou peu importe, avec qui tu pourrais manger, mort ou vivant,
Manger. Ouais, manger, enfin, tu sais, autour d'un moment, Ouais, comme vas-y. tu disais, un partage. Qui tu prendrais avec toi? Je prendrais Michael Jordan, Ok. parce que... The GOAT, quoi. Non, en plus, je suis pas forcément fan de basket, mais en fait, au-delà du basket, le mec, il a créé quelque chose. Mhm. Il est précurseur de 1000 trucs, ce mec. Donc, ouais, je serais curieux de lui poser des questions sur quand il avait là 17-18 ans, quand il a signé ses contrats, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Est-ce qu'il se voyait comme ça? Est-ce qu'il était sûr de lui? Est-ce qu'il doutait? Parce que quand tu regardes, comment ça s'appelle la série qu'il a fait sur Netflix là? The Last Dance? Oui. Tu sais, le mec un peu sûr de lui, machin. Moi, j'aimerais lui poser des questions sur ses failles, justement, les doutes qu'il a eu. C'est ça qui m'intéresse chez les sportifs. On les a tous vus briller, on les a vus sur d'eux. Moi, je veux connaître leurs failles. En quoi il n'a pas eu confiance en lui? À quel moment il a remis en question sa carrière? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, après, tu comprends comment il s'est sublimé et c'est devenu le meilleur basketteur de tous les temps et un des plus grands sportifs de tous les temps. Lui, ça m'intéresserait. Après, je pense à Schumacher, Mhm. parce que déjà j'aime bien la Formule 1. Et c'est des mecs ils ont frôlé la mort toute leur vie. Et ils ont eu des sensations, je pense, de dingue. Et vraiment, je pense qu'on se rend pas compte. Non. Il y a, je sais plus, c'était quand, il y avait un Grand Prix là, dans un pays du Moyen-Orient. Ils sont sortis, tous les pilotes, ils n'arrivaient plus à marcher, ils Ouais, rampaient ils parce étaient lessivés, ouais. qu'ils étaient lessivés. On se rend pas compte, je pense vraiment. Nous, on voit ça, les voitures qui tournent. Je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'ils ressentent à l'intérieur, les jets qu'ils prennent, même la muscu qu'ils doivent s'infliger eux. Je sais pas si t'as déjà vu des séances Si, de si, muscu ouais. de. À la prépa estivale. Et ça m'intéresserait. Et Schumacher parce que c'est une légende pour moi. Et bon, malheureusement, je pense que C'est compliqué. je pourrais jamais parler avec lui. Après, mort ou vivant, ça. Ouais. On imagine. Ça m'intéresse. Et après, je pense que dans le domaine, pas forcément sportif, mais quand même sportif, tu vois. Un mec comme Thomas Pesquet. Ok. Franchement, il y a de la préparation physique, c'est un sportif. Mhm. Mais au-delà de ça, il y a le côté un peu ben, au-delà, là-bas, là, tu vois. Il a vu des choses, je pense qu'il est riche, ce mec. Ça se voit qu'il est riche d'enseignement, Ouais. il est sage. Il sait énormément de choses, il est très Ouais, intelligent. et je pense que c'est intéressant. J'oublie forcément des gens, mais Oui, mais pour c'est les l'instant, trois premiers qui me sont ouais, venus. c'est ça. La dernière question, c'est pas moi qui te l'ai posée, c'est Yes. l'ancien invité, Jordan, Jordan posé. Gassem. qui t'a posé une question exactement. C'est quoi la plus grosse différence entre entraîner une personne qui souhaite une médaille olympique, une médaille d'or olympique, et d'entraîner un athlète, entre parenthèses, lambda? Je pense que ça va être ça ma question. Ok. C'est quoi la plus grosse différence? Parce qu'en vrai, en termes d'intensité, je suis pas sûr que ça soit si différent, mais en termes de qualité, moi j'ai besoin de savoir, tu vois. Il a raison. En termes d'intensité, c'est pas une grosse différence. Franchement, j'y attache pas une énorme différence. La différence, elle vient des gens qui sont autour. Des médias, des questions qu'on te pose, des gens qui te parlent tous les jours. Alors, Kevin, il va être champion olympique. Personne me demande si Carla, elle va être championne régionale. La différence, c'est les gens autour. Ok. Vraiment. Parce qu'après, c'est un processus comme un autre. C'est des processus qui sont différents, mais pas radicalement différents. La différence, elle vient du regard des gens autour et de l'interaction que tu as avec les gens autour. C'est vraiment ça la différence. Bah écoute, je te remercie d'être venu, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, Partager c'était cool. toutes tes anecdotes et tout. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous a plu également. On se retrouve pour le prochain épisode très prochainement et à bientôt.